Bonjour, c'est parti, dernière vidéo de notre mini-série. Et puis cette fois-ci, on va essayer de conclure en regardant comment prendre conscience, quelles sont les actions aussi des États et comment on peut essayer d'agir au quotidien dans notre vie personnelle, mais aussi avec nos entreprises, pour se prémunir des problématiques que peuvent avoir le transport, que peut avoir le transport de l'information au travers des câbles et puis aussi quelque part sur les solutions et les alternatives spatiales. Jingle. Alors, effectivement, hein, c'est autant de l'action individuelle que collective. Mais avant de regarder un petit peu ces actions qu'on peut faire, déjà, on peut se poser la question de savoir que font les États et qu'est-ce qu'ils ne font pas aussi. Et puis finalement, on va faire le constat que les réponses institutionnelles, elles sont trop lentes, trop timides, mais on ne peut pas considérer qu'elles sont absentes, parce que forcément les enjeux sont extrêmement importants. Donc qu'est-ce qui existe et qu'est-ce qui manque? Donc si on regarde un petit peu autour de ce qui existe, l'OTAN a mis en place une cellule dédiée à la protection des câbles, c'est évident par rapport aux enjeux stratégiques. L'Union européenne, avec la directive Nice 2, qui traite de la cybersécurité des infrastructures critiques, a mis en place un segment complet et un suivi complet de tout ce qui est survie et défense de tous les transferts d'informations par câble autour de la planète. Et puis enfin, si on descend au niveau français, là, il y a ce qu'on appelle la SGDSN, hein, qui surveille les câbles passant par le territoire d'outre-mer. Alors, qu'est-ce qui manque? En premier lieu, il manque un traité international de protection. Il y a bien le traité de 1884, mais il date de 1884. Alors au niveau de la fibre optique, en 1884, c'était relativement limité quand même. Donc évidemment, il faut revoir tout ce qui est traité international sur sur la mise en œuvre des câbles. Ensuite, il y a la construction et vraiment la solidification d'une vraie régulation des hyperscalers et finalement de ceux qui sont devenus les propriétaires des câbles. Et ça, c'est un énorme problème. Il faut aussi forcément qu'il y ait du travail qui soit fait, et on en avait déjà parlé, sur la gouvernance spatiale qui soit plus contraignante pour tout ce qui va être data center orbitaux et initiative d'utilisation des orbites basses. Et puis enfin, il faut que les États s'améliorent sur finalement plus de transparence sur les incidents suspects qu'il peut y avoir sur les fibres optiques et ces fameux 5% qu'on a vu dans une vidéo précédente. Donc, c'est paradoxal de se dire qu'on régule les camions qui transportent des marchandises, par contre on ne régule pas les routes sur lesquelles tourne l'économie mondiale et là où on fait la commande de ce qui va circuler dans les camions ou dans les bateaux qui traversent les océans. On a des règles qui sont extrêmement claires et strictes et fermes dans les échanges commerciaux physiques et on n'est absolument pas avec la même réciprocité sur ce qui circule sur les autoroutes de l'information. On va faire un petit zoom sur le cas français. Et la France, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a des atouts, mais par contre, on va voir qu'il y a un certain nombre d'angles morts. Et donc, parmi ces atouts, on va trouver, on l'a vu, ASN, Alcatel Submarine Network, et c'est intéressant de se dire que maintenant, il redevient le leader mondial avec 33% des parts de marché, et que ça, c'est l'une des infos clés de 2025. L'État français, en plus, via l'APE, a finalisé le rachat de 80% du capital à Nokia en début 2025. Et du coup, on a la France qui a sécurisé un fleuron industriel stratégique. Et c'est le moins qu'on puisse dire. C'est extrêmement important. Et je pense que finalement, c'est une information qui n'est pas assez connue, qui n'est pas assez maîtrisée. On a deux leviers importants en Europe par rapport aux situations à risque extrême de notre planète. On a les risques sur les autoroutes de l'information sur lesquelles la France est positionnée avec ASN et avec Orange Marine sur la capacité d'être le pompier de ces fibres optiques dans les océans. Mais en plus, on a au niveau européen
ASLM qui fabrique les machines qui permettent de faire le silicium qui va être utilisé à Taïwan pour faire la totalité du silicium nécessaire à tout ce qui est numérique sur notre planète. Donc, on a les clés du camion. Ce qu'il faut, c'est qu'on se dise que faut qu'on prenne conscience qu'on les a et qu'on regarde ce qu'on en fait. Je ne dis pas que c'est pas déjà le cas, mais peut-être qu'on peut aller encore plus loin. Je parle pas de pression, je parle d'équilibrage nécessaire de l'Europe, de la souveraineté et de la place de l'Europe dans le monde, et probablement que regarder ces deux sujets, ce sont des éléments importants. Et pour qu'on puisse le faire, il faut que déjà nous, en tant que citoyens, on en prenne conscience. Enfin, ce qui est intéressant de regarder aussi, donc j'ai parlé d'Orange Marine, hein, c'est qui est un acteur incontournable de la maintenance et de la pose, hein, qui possède l'une des meilleures flottes de navires câbliers, l'une des plus modernes au monde. C'est là où il y a eu le plus gros taux de modernisation de l'ensemble des navires câbliers. Et puis on a le hub de Marseille. Marseille, c'est le 7e hub mondial de câbles sous-marins. Donc ça veut dire que oui, on n'est peut-être pas un de ces 4 points. La France ne matérialise pas un des points, un des 4 points de regroupement des fibres optiques, mais par contre, la France pèse très lourd, forcément, puisque la France a été parmi les premières interconnexions Internet sur le réseau ARPANET. Et puis en plus, on a une vraie expertise étatique. On a une maîtrise des grands fonds avec des grosses entreprises, avec un savoir-faire sur tout ce qui est plongée sous-marine, action et intervention en milieu sous-marin. Il y a un vrai savoir-faire français, européen sur ce sujet. Et puis en plus de ça, il ne faut pas oublier que on a des infrastructures de renseignement qui sont extrêmement performantes. On va regarder les angles morts. Parmi les angles morts, notre plus gros problème, c'est que même si la France possède le camion avec ASN et le garage avec Orange Marine, le contenu de ce qui circule dans les câbles, ça reste financé, contrôlé par Google, par Meta, par les GAFAM, et c'est un véritable problème. On a aussi des problématiques autour du déploiement spatial. On a forcément du retard. Alors, est-ce que c'est gravissime? Moi, oui. Enfin, il faut effectivement qu'on déploie ces constellations européennes. Je parle typiquement Iris 2, dont je n'avais pas parlé sur mon cycle de vidéo. Il y a des engagements forts en milliards qui sont mis en place pour le faire, mais qui, pour le moment, ne permettent pas de rivaliser avec ce qui se construit d'un point de vue des GAFAM et typiquement aussi autour de Starlink. Et puis on a le défaut d'une qualité, qui va être un peu la conclusion sur ce zoom sur le cas français. On a la vulnérabilité de ce qu'on appelle les zones X, ou les ZE, les zones économiques exclusives. Et forcément, on a l'une des plus grandes zones économiques exclusives avec nos outre-mer. Et du coup, on est à la merci des navires espions russes, chinois, potentiellement américains. Je ne sais pas si on a vraiment des alliés dans ce domaine. Donc effectivement, on a quelques angles morts, mais ces angles morts, potentiellement, il ne tient qu'à nous de nous sensibiliser, de prendre conscience de ces problématiques, et puis d'agir à notre échelle ou faire en sorte que nos entreprises puissent le faire. Voilà, je conclus pour ce focus en rappelant, pour ceux qui ne le savent pas, que, bon, oui, les Américains sont devant nous, et puis peut-être que c'est un petit peu artificiel le fait qu'ils soient devant nous, parce qu'on est à 1 million, je crois que c'est entre 10 et 11 millions de kilomètres carrés. On est la deuxième plus grande zone économique exclusive. On n'est donc pas le plus grand pays du monde en termes de surface terrestre, mais on est l'un des plus grands, voire potentiellement le plus grand, d'un point de vue de nos eaux territoriales, ce qu'on appelle les zones économiques exclusives. On va essayer maintenant, pour aller vers la conclusion, de regarder un petit peu avec le regard de 3 personas différents, pour regarder une même réalité. Et qui ça va toucher? Ça va toucher tout le monde. On va commencer par Marie, c'est une développeuse freelance. Elle héberge ses données chez AWS, sur la région US East 1,
Elle l'a fait parce qu'elle avait des clients aux États-Unis et ainsi de suite. Et puis voilà, elle n'a pas forcément fait attention quand elle a provisionné ce qu'elle a fabriqué, hein. Et puis bah, il y a eu un incident de câble atlantique dans l'Atlantique Nord. Elle s'est retrouvée avec des latences 3 fois plus élevées, les SLA plus respectés. Elle a eu des pénalités. Et puis bah, elle savait même pas que c'était possible. Donc déjà la première chose c'est prendre conscience de ce maillage Internet, de regarder finalement que Internet n'est pas un intangible, c'est quelque chose d'extrêmement tangible et très concret par ce maillage de fibre optique, et puis de regarder finalement quand on prend une décision de savoir où on provisionne ces infrastructures, quand on consomme du cloud public, quand on utilise les CSP, il est quand même intéressant de savoir où on déploie et que le cloud n'est pas complètement cloud. Il est très physique, très concret pour le coup. Ensuite, on va regarder un DSI d'une entreprise de taille intermédiaire dans le domaine industriel, Thomas. Lui, son ERP sur le cloud, il passe par un câble en mer Rouge. Et bah, la crise outils en 2024, ça a été un vrai problème, hein. Il y a eu le rerouting qui a pu y avoir, il y a eu d'énormes ralentissements, et à l'époque, ça a été pas expliqué pendant plus de 3 semaines. Finalement, il y avait certaines personnes qui comprenaient que c'était lié au conflit, mais ça a mis du temps la transparence a mis du temps à être mise en œuvre. Et puis, bah, il n'y avait aucune visibilité sur les causes. Et puis, c'est marrant, comme à ces périodes-là, finalement, les acteurs qui opèrent les données qui circulent sur ces réseaux ne sont pas transparents. Ce qu'il faut, c'est que par contre, les pompiers, les acteurs qui physiquement interviennent, bah, eux jouent la carte de la transparence. Notre troisième et dernier persona, c'est Eva. Et elle, c'est vous, c'est moi, c'est n'importe qui. C'est une citoyenne engagée. Et elle découvre et j'espère que c'est un petit peu ce qui se passe avec ce cycle de vidéos, elle découvre que les câbles qui transportent ces données personnelles, ils appartiennent à 70% à 4 entreprises américaines. Elle pensait que en France, la RGPD, ça la protégeait, qu'il n'y avait pas de problème, que les routes étaient protégées. Mais finalement, elle a été regardée hein, sur les sites hein, où on voit l'ensemble de ces routes. Vous trouverez hein, les liens sur le site Ultragreen, sur le post qui est associé à cette vidéo, comme systématiquement. Mais du coup, voilà, elle prend conscience et elle se dit finalement, Internet, c'est très physique, c'est très concret, ça n'a rien d'immatériel. C'est des routes bien concrètes avec des fibres optiques bien concrètes qui traversent les océans, mais que malheureusement en plus, ces fibres optiques, il y a une domination de peu d'entreprises, des GAFAM, hein, pour faire simple, hein, de ceux qui font circuler l'information dessus, et que du coup, bah, les données personnelles, c'est un vrai problème. Et ça aussi, je ne l'ai peut-être pas suffisamment souligné dans le cycle jusqu'à présent, donc je voulais le faire de façon un peu plus poussée, et puis bah, merci Eva de m'offrir la possibilité de le faire avec vous. Donc qu'est-ce qu'on peut faire concrètement comment on peut agir à son échelle sans forcément attendre les États. On a vu forcément que les États, ils font quelque chose, parce que c'est extrêmement stratégique, tout ce sujet. Mais donc, regardons ce que nous, on peut faire. Imaginons maintenant, on se met dans la peau d'un développeur ou d'un architecte logiciel. Bah là, on va pouvoir faire des choses concrètes. On va intégrer la résilience géographique dans les architectures cloud, on va faire du multi-région, on va faire du multi-provider, on va peut-être bien faire attention à la région sur laquelle on construit. On va tester des scénarios de failover et des DRP. Hein, on va regarder effectivement la robustesse on peut avoir quand il y a ou tel câble qui va être coupé. Et puis on va maîtriser nos plans de continuité d'activité. Et on va aller suivre Submarine Cable Map, le site que j'évoquais tout à l'heure. Hein, donc vous pouvez retrouver le lien concret cliquable sur le site Ultragreen, télégeographie.com, pour visualiser les dépendances. Alors moi, je vous avais fait des captures dans les vidéos, mais vous allez voir, vous pouvez vous déplacer, vous pouvez cliquer sur une fibre particulière, avoir ces informations. Beaucoup d'informations, je vous encourage à aller le faire, c'est extrêmement intéressant. Ensuite, on va regarder, on va se mettre dans la peau d'une entreprise. Et donc là, bah moi, en tant qu'entreprise, bah, il faut que je puisse, faut que j'exige que mes cloud providers, ils aient une cartographie des routes réseau qu'ils empruntent, ils offrent une visibilité sur l'interconnexion qu'ils sollicitent. Je ferais mieux de diversifier mes fournisseurs de connectivité et de ne pas prendre qu'un seul transitaire.
Et puis effectivement, je dois, moi, en tant que DSI, intégrer, en tant que chef d'entreprise, en tant que lead tech de mon entreprise, intégrer les problématiques des câbles sous-marins dans les analyses de risque que je peux faire dans mon activité. Et enfin, nous tous, pour les citoyens, et aussi, mais quelque part aussi pour les décideurs, le but c'est de soutenir les enjeux et les démarches de souveraineté numérique européenne, IRIS2, les projets de câbles souverains, c'est-à-dire cette fois-ci des câbles qui n'appartiennent pas à des GAFAM, interpeller nos élus sur l'absence de traité international moderne et les encourager aussi sur le premier point, hein, d'impliquer les élus globalement, de suivre les travaux de l'IGF, de l'Internet Governance Forum sur les infrastructures critiques et tout le travail qui est fait pour faire en sorte qu'on ait une planète qui soit plus résiliente aux situations de conflit qui sont devenues trop régulières et qui sont les nôtres maintenant dans l'actualité courante. Je vais conclure mon cycle de vidéos en essayant un petit peu de cibler ce que je souhaite que vous reteniez et puis qui pour moi est important et ce que je voulais sensibiliser en faisant ce cycle de vidéos. Le premier point, vous avez, j'espère, compris que Internet c'est un corps physique et que ce corps physique il est fragile. Il est autant fragile sous les mers que dans l'espace. Et que quand on parle de ce qui se passe sous les mers, 99% du trafic mondial repose sur des câbles qui sont, en plus, je ne l'ai peut-être pas suffisamment dit, certains vieux de plus de 20 ans. Et quand on sait que l'espérance de vie d'une fibre optique, c'est plutôt 25 ans, 25-30 ans maintenant, et que en plus on a une forte concentration sur des points stratégiques, sur des points précis, 4 points précis, mais aussi d'autres points satellites, et que en plus ce trafic est de plus en plus privatisé, ben ouais, prenez bien conscience de cette réalité physique d'Internet. La deuxième chose que je souhaite que vous reteniez, c'est que la géopolitique, elle a rattrapé l'infrastructure. On n'est plus sur l'Internet des techies, on est sur un Internet politique, économique, stratégique, et que forcément ça vient avec du sabotage, avec de la surveillance, avec de la guerre économique autour des câbles. Et c'est plus de la science-fiction, c'est notre présent, c'est notre situation actuelle. Et les conflits modernes, on voit qu'effectivement le numérique devient beaucoup plus présent. Les enjeux de l'IA, les enjeux des drones, les enjeux de la robotique, mais donc aussi quelque part les enjeux autour du transport et de la circulation de l'information sont des enjeux qui sont devenus extrêmement importants. Et enfin, moi je veux effectivement... alors peut-être que c'est du chauvinisme franco-français ou du protectionnisme ou des enjeux de souveraineté au moins européens, mais quelque part aussi de la place de la France. L'espace n'est pas une solution miracle. C'est pas parce qu'on est en retard sur l'espace, mais voilà, Starlink c'est pas la solution. Les data centers orbitaux ne seront pas une solution exclusive parce qu'il y a des enjeux de guerre anti-satellite, et puis il y a les mêmes logiques de contrôle, sauf que cette fois-ci, effectivement, ces logiques de contrôle, j'espère que sur le cycle que j'avais fait sur l'espace, vous les mesurez bien, mais du coup, on ne fait que rajouter un terrain de bataille, et que déjà, essayons de regarder à nous sécuriser notre terrain de bataille, celui sur lequel on a des entreprises, des fleurons européens, des fleurons français, qui sont présents. Faut que les gens mesurent la place de la France, mesurent la place de l'Europe sur ce sujet-là, parce qu'elle est probablement beaucoup plus importante que ce que beaucoup imaginent. Donc j'espère que ça vous a apporté des éclairages, que ça vous a emmené à plus de curiosité pour aller regarder ce sujet encore plus en profondeur que ce que j'ai pu faire sur ces 4 vidéos. Et je vous souhaite au revoir, à la prochaine, abonnez-vous.